Anna, nous sommes avec Sabrina Medjeber ce matin, avec Élodie Huchard, avec Éric Nolot, Alain Madelin et Maître Jakubowicz. On va faire un peu comme hier finalement. L'important, puisqu'on sait à peu près tout, ce qui est intéressant, c'est de vous écouter, commenter, analyser, décrypter. Je vous propose peut-être d'écouter Michel Barnier, ce qu'il disait hier soir, et puis après, nous allons faire un tour de table, comme on l'a fait hier, et à chacun, vous pourrez exprimer votre édito. Ce sera la chose la plus simple. Monsieur Barnier, hier soir sur TF1. Puisqu'on parle de respect, je voudrais juste vous lire une phrase de cette motion rédigée par l'extrême gauche et par M. Mélenchon. Pas uniquement par l'extrême gauche, par la gauche social-démocrate également. On sait bien que c'est qui tient la plume. Hein. Et, enfin, on sait bien aussi qui approuve ce texte. Et qui risque de l'approuver demain. Et puisque Mme Le Pen souhaite du respect, la question que je me pose, c'est est-ce que, en lisant ce texte, les électeurs, les électrices, 11 millions d'électeurs du Rassemblement national se sentiront respectés par le vote de leurs propres députés. Vous pouvez lire que dans cette rédaction de l'extrême gauche, nous avons fait le choix du barrage à l'extrême droite. Le Premier ministre a cédé à leurs plus viles obsessions, parlant des électeurs. Est-ce que c'est du respect? Non, ce n'est pas du respect. J'ai trouvé étonnant que Michel Barnier s'intéresse aux électeurs du Rassemblement national. Je ne suis pas sûr que ce soit le meilleur argument. On fait un tour de table, on commence par Sabrina Medjeber. Alors, je pense deux choses. La première, c'est qu'effectivement, sur le fond, le fait finalement de s'allier à une motion de censure issue de la France, du Nouveau Front Populaire, qui accuse l'extrême droite d'être d'extrême droite, c'est assez cocasse. Mais sur la forme, je trouve que Marine Le Pen n'a pas décidé de chiffonner la nappe, mais plutôt de renverser la table. Et il me semble qu'elle est jusqu'au boutiste dans la sauvegarde finalement de sa souche sociologique électorale, qui est celle des classes populaires, et qu'elle décide de faire front, quoi qu'il en coûte, et jusqu'au bout. Éric Nolot, et je rappelle que l'argument de Mme Le Pen, c'est de considérer que ce budget n'est ni fait ni à faire, que les uns et les autres vont payer plus d'impôts, qu'il n'y a pas d'économie. Quasiment pas d'économie, et on observera hier que les marchés ont salué plutôt la censure, puisque le CAC a augmenté, parce qu'il y a beaucoup d'entreprises, par exemple comme Air France, qui paieront moins d'impôts, parce qu'il y avait des impôts qui étaient annoncés. Il y a Safran également, qui est un fabricant de moteurs d'avion, qui hier faisait une bonne cote à la bourse, parce que les impôts seront moins importants. Éric Nolot. Ces gens-là se donnent en spectacle aux dépens et au détriment de la France et des Français. Moi, je suis un esprit moins subtil que vous, mon cher Pascal. Je ne fais pas le détail, je les mets tous dans le même sac. Je pense que notre seule voie de salut, c'est de s'appuyer sur le parti majoritaire en France, qui est le parti du bon sens. Voilà. Donc, maintenant, de faire sécession des partis qui sont tous autant qu'ils sont des planches pourries. Est-ce que vous croyez vraiment que Mme Le Pen a motivé sa décision parce qu'ils ne font pas assez d'économies? Non, c'est un calcul politique, un calcul politicien. Lequel? Elle veut simplement une rupture, faire plaisir à sa base qui réclame le départ de M. Barnier. Il n'y a vraiment aucun intérêt. Cette histoire, c'est du pipeau. Quand on veut abattre son chien, on dit qu'il a la rage. Donc il n'y a pas de possibilité de censure pour Mme Le Pen, si je vous écoute. Non, mais c'est absolument impossible. C'est-à-dire que dans la mesure où elle est obligée d'allier ses voix à la France insoumise pour qu'il y ait une censure, ça veut dire qu'en début de mandature, on dit non, il n'y aura pas de censure possible. Mais c'est pas un problème théorique, c'est un problème pratique. Monsieur Retailleau a quand même mis le doigt sur un point très sensible. Ils vont mêler leur voix à des gens qui veulent abolir le délit d'apologie du terrorisme. Bon, maintenant je pose une question aux électeurs. Mais monsieur Retailleau est dans un gouvernement et avec un président de la République qui a mêlé sa propre voix au mois de juin à des gens qui voulaient abolir... C'est pour ça que je vous dis que je les mets tous dans le même sac. Mais je pose une question aux électeurs RN, à la direction du RN, à tout le monde. Est-ce que, de leur point de vue, par exemple, la politique de M. Retailleau va dans le bon sens? Oui. Simplement, des petits calculs politiciens les empêchent de le reconnaître. On arrive à cette situation absurde. Moi, je vous dis, les partis, j'en ai marre, mais de tous. Tous n'ont plus que 2027 en tête. Ils ont 2027 en tête. Et ce qu'ils n'ont pas en tête, c'est l'intérêt des Français et de la France. Ça doit cesser. Bon, Alain Madelin, qui a eu des responsabilités au plus haut niveau, et qui était ministre de l'économie, qui avait ministre libéral, vous savez, ce mot qui fait tellement peur aux Français. Il aurait fallu peut-être vous écouter depuis tant d'années. Moi, ce qui me frappe, c'est effectivement l'orchestre qui chante depuis hier le chaos, le chaos, le chaos. Et l'apologie ou la crainte des marchés financiers.
Je ne pense pas que ça existera, du moins si le président de la République agit vite, je pense qu'il le fera, pour nommer un nouveau Premier ministre. Une fois que j'ai dit cela, s'il était vrai que nous allions devant un énorme chaos, comme semblent le dire beaucoup de gens, alors, comme le dit Monsieur Barnier, il faut prendre en compte l'intérêt supérieur du pays. Et l'intérêt supérieur du pays eût valu que M. Barnier reste en place, qu'il n'y ait pas cet accident terrible. Et donc, revenons à l'origine du conflit. Une petite mesurette, en réalité. C'est la seule chose qui restait de litige entre Mme Le Pen et Barnier. Une petite mesurette, la désindexation des retraites, dénoncée par l'ensemble de l'Assemblée nationale. L'ensemble. Pourquoi s'accrocher à ça? Alors, Mme Le Pen en faisait une question de principe. Bon, il y avait de l'orgueil dans Mme Le Pen. Barnier en faisait une question de principe. Il y avait de l'orgueil chez Barnier. Mais qui devait céder dans l'intérêt supérieur du pays? La question est une bonne question. À mon avis, on s'en fout. 3 milliards. Franchement, vous privatisez la moitié d'Orange ou la moitié d'Engie. Vous les avez, vos 3 milliards. Donc, on s'en moquait. Franchement, vous devriez être au gouvernement, hein, je vous le dis, la Madeleine. Mais vous devriez être au gouvernement, hein, parce que c'est quand même... Dans toutes les bêtises que j'entends depuis 24 heures, vous venez de dire en 2 minutes plus de choses intelligentes que j'ai entendues depuis 48 heures. Je ne suis pas sensible aux compliments, je dis très simplement... Mais vous avez tellement raison. Très simplement que ça, dans ces cas-là, vous savez, les communistes avaient autrefois une vieille formule, qui était un attrape... Et il faut être unitaire pour deux. Quand quelqu'un combattait l'unité, nous serons unitaires pour deux. Il fallait être responsable pour deux. Oui, mais est-ce qu'il y a... Alors, vous avez connu Michel le Rassemblement Barnier. national n'est pas responsable, eh bien je vais jusqu'au bout pour tester. Parce que peut-être que le Rassemblement national a d'autres idées. Mais ça méritait d'être testé, franchement. Vous avez connu Michel Barnier. Est-ce qu'il y a dans sa personnalité une forme de morgue, une forme de distance, une forme de rigidité, disons-le, une forme de petit homme gris à l'ancienne, old school, qui fait qu'il a, quand je dis il n'a pas calculé Madame Le Pen, est-ce qu'il parle beaucoup de respect et d'écouter, et à l'arrivée, je suis pas sûr qu'il ait mis ses actes au gré de ses paroles. Quel sentiment vous avez ? J'ai le sentiment que Barnier écoute, il respecte, mais il n'entend pas toujours. Et donc, il y a un peu de rigidité. Je ne suis pas du tout méchant en disant ça, mais un peu de Juppé ou de Philippe là-dedans. C'est une marque de fabrique. Hein. Droit dans ses bottes. Voilà. Droit dans ses bottes. On peut le comprendre. J'ai aucun problème à le comprendre, cela. Mais il faut que la cause soit bonne. C'est pas le cas. Si c'était quelque chose d'essentiel, on dirait, mais non, ça, ce sont nos valeurs, ça, c'est notre ligne. Bien sûr, on reste ferme. Mais là, franchement, pour rien, on menace le chaos. Heureusement, il ne se produira pas. Mais s'il pense que c'est le chaos, il fallait pas faire ça. Tour de table, Alain Jakubowicz. Après cette brillante démonstration d'Alain Madelin. Écoutez, moi, ce que je retiens, c'est l'intérêt supérieur du pays. Et franchement, je me demande si eux, ils y pensent, à l'intérêt supérieur du pays. Moi, qui doit y penser ? Je suis sur la ligne. Moi, je suis sur la ligne de notre ami Nolo. C'est l'intérêt supérieur des partis. Les partis, moi, je l'ai constaté dans ma vie, ça rend con. Ces hommes politiques sont pas sots pour la plupart, ont même de la bonne volonté, mais il suffit d'appartenir à un parti. Les partis, Michel Barnier. Mais enfin, écoutez, c'est pas les partis. Reposez les choses dans leur ensemble. Michel Barnier, c'est pas un parti. Vous avez un fait générateur. Vous avez un fait générateur qui est quand même le pompier pyromane qui met le feu et qui dit ça commence à sentir le roussi. Oui, ça c'est Emmanuel Macron. Bien. Ensuite, vous avez chacun dans son rôle. Les Mélenchon et ses 40 voleurs entre guillemets. Qui dit sur un malentendu, finalement, ça pourrait marcher, et qui dit à la façon d'Obélix, chic des Gaulois, chic le bordel, je vais peut-être pouvoir en profiter.
Et puis vous avez Marine Le Pen qui chassait le naturel, qui revient au galop, quoi. C'est vrai que moi j'ai été sensible à cette normalisation, ce parti qui se voulait de gouvernement. Pourquoi c'est pas normalisation? Et qui aujourd'hui, c'est pas normalisation? Elle défend cette. Elle défend C'est son pas intérêt normalisation. électoral. Moi, je vous c'est pas assure, un parti j'adore pris ces idéologique, discussions-là. hein. C'est une Il y a des gens qui ont voté pour elle, et ces gens souhaitent qu'il y ait censure. Oui, à 52%. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Vous en savez, vous il y a des sondages, monsieur. C'est Marine Le Pen et monsieur Bardella qui ont décidé qu'effectivement, personnellement, j'ai une analyse, alors peut-être que c'est mon penchant d'avocat, que le réquisitoire qu'elle a pris dans la figure n'est pas pour rien dans tout cela. Ah, ça c'est possible. Je pense qu'effectivement, il y a un retournement chez elle. Elle est vexée, c'est une femme vexée. Mais finalement, Madame Le Pen, on s'en moque, quoi. Mais c'est possible. C'est pas le sujet, Madame Le Pen. Mais l'argument d'Alain Madelin, si effectivement c'est le chaos, à ce moment-là on cède sur l'indexation des retraites. Cet argument, qu'est-ce que vous en faites? Oui, non, mais enfin, vous savez, moi je donne un avis de... Non mais répondez à cette question parce que c'est intéressant, le prisme qu'a mis en place Alain Madelin, il est très intéressant. De dire si vraiment, Monsieur Barnier, c'est l'intérêt supérieur de la France, si vraiment il y a le chaos, ce que souligne Alain Madelin, c'est la contradiction et pourquoi pas la duplicité de Michel Barnier. Parce que c'est un bras de fer entre Madame Le Pen et Monsieur... celui qui gouverne. Celui qui défend l'intérêt du pays. Mais bien sûr. Très bien. Parce que, bien sûr. Et donc, ou alors Alain Jakubowicz, ou alors Michel Barnier est dans la duplicité, où il sait qu'il n'y aura pas de chaos, où il fait peur comme la menace, comme le Covid, etc., où on nous a fait peur aux Français, et qu'on brandit une menace qui n'existe pas. Ça s'entend. Monsieur Barnier, ça s'entend. Monsieur Barnier pense, peut-être à juste titre, que Marine Le Pen a beaucoup à perdre. Sa crédibilité, le recentrage qu'elle avait fait, qu'elle a beaucoup à perdre et donc qu'elle ne votera pas la censure. Et c'est ça, effectivement, le gros pari qui est fait de part et d'autre. Et en réalité, moi je pense, M. Jakubowicz met en évidence une accusation implicite. Elle a fait ça parce qu'elle est menacée par son procès et son inéligibilité. Regardons ça rationnellement. Si elle est menacée, il faut que donc il y ait des élections présidentielles, avant le 30 mars. Absolument. Et donc, ça suppose, entre les deux, toute une série... Macron ne va pas partir tout de suite. Il ne pourrait partir, à supposer qu'il le fasse, qu'à la suite de... censure, plus censure, plus censure, plus censure. Et là, la pagaille totale. Et là, vous avez raison. À ce moment-là, émergerait sûrement quelqu'un. Allez, coup de balai pour tout le monde. Coup de balai pour Mélenchon. Coup de balai pour... On en a marre. Et elle ne serait pas bénéficiaire d'une élection présidentielle. En tout cas, c'est mon pari. Écoutez, moi, je ne sais pas. Bon. Moi, je ne savais pas que Marine Le Pen était Bernadette Soubirous. Alors, on n'a pas le droit de la soupçonner d'arrière-pensée politicienne. Non, mais à ce moment-là, c'est une erreur. C'est une erreur, son arrière-pensée. Qui sont dans toutes les têtes. Bon, ensuite, excusez-moi, mais la responsabilité a été présentée tout à l'heure de manière biaisée. Michel Barnier, il se trouve qu'il avait déjà cédé sur plusieurs points qui étaient réclamés. Il n'en restait qu'un, en effet. Oui. On peut dire que chacun avait fait la moitié du chemin. Moi, je pense qu'il y a dans la tête de Marine Le Pen un calcul politicien et vraiment pas autre chose. Voilà. Simplement, si je puis répondre à lequel a posé lequel vous commettez une erreur, à mon avis. Alain Jakubowicz. Vous commettez une erreur, et là on est sur le terrain où je suis un peu plus familier, qui est celui de la justice. Puisque, en fait, vous le liez à la date du délibéré de la décision. L'inéligibilité qui sera prononcée, apparemment, c'est clair, il y aura une inéligibilité. Ah bon ? La question... S'il y a condamnation, il y a inéligibilité. Alors vous êtes extraordinaire. Mais attends, encore une fois, s'il y a condamnation, ces avocats ont plaidé la relaxe. Si elle est relaxée, le problème est réglé. Si il y a une condamnation, quelle qu'elle soit, à mon sens, au regard de la jurisprudence, des textes, il y aura une part d'inéligibilité. Mais le problème, c'est l'exécution provisoire. Et à mon sens, encore une fois, et je pense que c'est le pari intelligent qu'elle doit faire avec ses conseils, c'est qu'il n'y aura pas d'exécution provisoire. Auquel cas, le calendrier dont vous parlez n'est plus du tout le même. Parce que ça veut dire que l'appel est suspensif, et ça veut dire qu'elle gagne au moins un an et demi, par rapport au calendrier que vous évoquez. Et dans ce laps de temps-là, tout demeure possible. C'est vrai que si on fixe le 30 mars, vous avez raison,
ça passe pas. Mais au-delà, ça peut merveilleux, passer. j'adhère, formidable démonstration. Mais Oh, c'est pas une démonstration. non, mais la réalité du droit, Oui. j'adhère à cela. Mais cela montrerait qu'elle n'avait pas besoin de la censure aujourd'hui. Elle aurait pu la faire à un autre moment. Bon, Élodie Huchard, cet après-midi, d'abord, il n'y aura pas de surprise. Hier, Monsieur Barnier espérait encore que la censure ne serait pas votée. Il n'y aura pas de surprise. Il y a deux, alors 16h et 19h30, c'est ça? Alors en fait oui, il y a deux motions qui seront discutées. D'abord celle du nouveau Front Populaire qui a le plus de signataires et qui a été déposée en premier. Aux alentours de 16h, Éric Coquerel défendra la motion de censure Nouveau Front Populaire. Dans la foulée, Marine Le Pen parle pour défendre sa motion de censure. Tous les groupes passent. Aux alentours des 17h45, dernière tentative pour Michel Barnier de sauver sa peau. Premier vote, on connaîtra les résultats vers 19h15 environ. Bon. De toute façon, c'est cette motion-là qui sera votée, donc la deuxième motion ne sera pas discutée. Est-ce qu'on sait s'il pourrait y avoir dans le nouveau Front Populaire des désistements? Hier, il y avait 7 ou 8 députés socialistes qui avaient annoncé, par exemple, qu'ils ne voteraient pas. Mais François Hollande, par exemple, il va voter la motion de censure? Lui, il va voter. Parce que c'est ça qui m'amuse toujours. Lui, il va voter avec la France Insoumise. Oui. François Hollande. Donc, je trouve. Ben voilà. C'est ça que je trouve extraordinaire. C'est-à-dire qu'on reproche à certains de voter avec la France Insoumise, mais François Hollande, ancien président de la République, il va bien mêler sa voix à la bien France sûr, Insoumise. il a signé d'ailleurs le texte de la motion de censure, évidemment. C'est très bien. Voilà. Donc c'est un ancien président de la République. Donc vous pouvez pas d'un côté exiger du Rassemblement national. Mais non, mais ça vous fait sourire. mais je suis d'accord. Vous êtes d'accord. Comme François Hollande. J'ai des problèmes. Donc François Hollande, c'est un homme sans doute respectable. C'est un homme qui a eu les plus hautes fonctions de ce pays. Si lui signe avec la France Insoumise, franchement, Marine Le Pen peut bien signer. Oui, puis il y a quand même un différentiel entre s'allier à une Sauf formation qu'il politique entraîne et moins de signer une monde que motion de Marine Le censure. Pen. Mais C'est peu quand même pas le même importe. gabarit. Mais peu importe. Oui, et voter une motion de censure, Voilà. on rappelle C'est quand que même c'est pas pas le un même texte de gabarit. loi. C'est-à-dire quand vous Mais votez une motion de exactement. censure, vous votez Voilà. pas pour le texte Voilà. ou pour les gens, vous votez pour faire tomber le gouvernement. Ils ne sont pas en train de voter un texte ensemble. Exactement. Et si vous me permettez, l'implication de François Hollande avec la France Insoumise me paraît un peu plus important que celui de Marine Le Pen. Absolument. Non, mais moi, le fait que ça soit avec la France Insoumise ou pas, je trouve irresponsable de la part d'un ancien président de la République de rentrer dans ce jeu. Voilà, je veux dire qu'on attend autre chose de lui, qu'il soit au-dessus de la mêlée. Enfin, je veux dire qu'on est au ras des pâquerettes, là. Moi, Mais Monsieur Hollande est au ras des pâquerettes. c'est les dernières pelletées sur le malheureux le cercueil d'un parti qui fut un parti de gouvernement. Cela signifie, Pascal, Vous lui que direz le premier geste du futur Premier ministre, Oui. je vous fais le pari, ce sera d'annoncer la proportionnelle pour désincarcérer François Hollande. Ah oui, parce que vous pensez qu'il n'a pas de conviction, Monsieur Hollande. Il est là uniquement pour. Oui, bien sûr. C'est uniquement. Non, mais par, attendez, là, non, mais tout le monde l'a dit autour de cette je vous table. taquine. Tout le monde l'a dit autour de cette table. Mais il est extrêmement important pour l'avenir de désincarcérer les Mais vous, socialistes par ou la exemple, partie. vous qui êtes un homme de la Ve République, la proportionnelle, c'était tout ce que ne voulait pas le général de Gaulle. Alors, il y a eu une proportionnelle une fois en 86. Au moins, elle était départementale. Partielle, ouais. Donc ça, c'est quoi? Elle était locale. On mais reviendra vraisemblablement mais- à une 86. voilà, mais une proportionnelle avec des listes à Paris. Non, je pense que c'est non, pas non, une mais bonne ça, chose. ça ne verra pas le jour. Ben, j'espère. Il y aura un débat sur la forme de proportionnelle. Oui, mais c'est j'espère. quelque chose, franchement, en toute intelligence, ça eût été la première loi qu'aurait dû faire voter M. Barnier. Bon, on n'a pas écouté M. Retailleau, qui ce matin était plutôt excellent, d'ailleurs, à notre micro, qui est un candidat possible pour le Matignon, mais le carillon est là. Le carillon est là.